Salut la communauté littéraire de YouTube, LOL. Bienvenue dans cette nouveau chapitre numéro 8. Aujourd'hui, on parle d'un livre écrit par Delphine de Vigan qui s'appelle Les Loyautés. Livre court que j'ai lu il y a longtemps, mais entre-temps j'ai été pris dans ma lecture du Comte de Monte Cristo. 1400 pages déjà ça pose. En plus c'est écrit petit et il n'y a pas d'image. Et il y avait aussi le défi d'écriture qui est le NaNoWriMo, donc j'avais pas le temps de faire des vidéos, mais on fait ce qu'on peut. Voilà, donc concrètement, comment j'ai lu ce livre? Avec les yeux, celle-ci, elle est cadeau, abonne-toi. Mais comment, dans le sens finalement de pourquoi j'ai lu ça? J'ai demandé à mon libraire de me recommander un livre, je me cite, qui parte d'une bonne idée de départ, mais qui finalement se termine en queue de poisson par un peu la faiblesse d'exécution. Je cherchais en fait un livre pour préparer un Délivre-nous du mal. Et il m'a recommandé Les Loyautés, en émettant toutefois une réserve, parce que c'est pas faiblement exécuté à proprement parler, mais je sais pas, ça sonnait un peu faux. Voilà. Euh, et je suis d'accord pour dire que l'idée de départ est intéressante, mais que ça aurait pu être bien mieux et que du coup c'est dommage. Mais ça veut pas dire que j'ai pas aimé, attention. Alors le livre est court, hein, bien évidemment, comme je me le répète tous les jours, tel un credo, c'est pas la taille qui compte, je pense qu'on ne le dira jamais assez, et je vous remercie de ne pas me contredire à ce sujet, s'il vous plaît. Mais le livre est court, 180 pages, du coup ça se lit rapidement, et le rythme est assez soutenu, ça avance vite, pas de temps mort, on enchaîne, c'est bien. Et en même temps, c'est pile ce qu'il fallait. Le livre n'en aurait pas gagné à être plus long, c'est vraiment, voilà, voilà. C'est un livre qui se tient sur 180 pages, parfait. Alors, je vous lis le résumé. Théo, enfant du divorce, entraîne son ami Mathis sur des terrains dangereux. Hélène, professeure de collège à l'enfance violentée, s'inquiète pour Théo. Serait-il en danger dans sa famille? Quant à Cécile, la mère de Mathis, elle voit son équilibre familial vaciller au moment où elle aurait besoin de soutien pour protéger son fils. Les loyautés sont autant de liens invisibles qui relient et enchaînent ces quatre personnages. Donc bon, ouais. Alors, il y a les mystérieuses cités d'or, avec Esteban, l'enfant du soleil et son ami Tao, mais rien à voir, attention, il y a aussi Théo, qui lui est enfant du divorce. C'est moins classe tout de suite, mais bon, on choisit pas ses parents, hein, c'est comme ça, il y en a qui sont enfants du soleil, d'autres ils sont enfants du divorce. Euh, c'est la vie et son lot d'injustice, c'est comme ça. Pour les notes de bas de page, celle de l'Express, on est d'accord, sobre, subtile, d'une force magistrale. On ne lâche pas ce roman qu'on lira d'une traite, c'est vrai, on le lit d'une traite, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est exact. Bon, après, il y a elle, qui part toujours dans des propensions mystiques, cosmiques, on commence à en avoir l'habitude. Son propos est aussi rêche que sa voix est douce. À travers ses lignes, on sent qu'elle revient de loin, de ces années où rien ne s'opposait à la nuit. C'est peut-être pour ça qu'elle est montée si haut, et si magnifiquement dans sa façon d'écrire le monde. Direction le soleil. Alors après le Figaro, bon, Delphine de Vigan décrit avec une rare acuité les relations qui se tissent et se nouent entre les êtres. Et puis Bibliops, Delphine de Vigan ne juge rien ni personne, elle s'interdit toute forme de compassion et ne tire aucune morale, elle témoigne et c'est l'essentiel. Ça c'est vrai que c'est assez... on met le doigt sur quelque chose de la part de Bibliops. Donc voilà, on suit l'histoire à travers quatre personnages. Hélène, qui est donc enseignante de SVT et qui a pour élèves Théo et Mathis. Voilà. Et la maman de Mathis, donc, qui s'appelle Cécile. Alors, on l'a dit, Théo est un enfant du divorce qui alterne donc entre chez sa mère et chez son père. Ce dernier fait croire à son ex-femme que tout va bien dans sa vie, et Théo est complice. Mais en réalité, il est dépressif puissance 1000, c'est une loque humaine, mais Théo joue le jeu. Voilà. Donc là, première loyauté, finalement. Mais donc par contre, Théo boit de l'alcool en cachette au collège et pas de la bière. Du lourd, vodka, rhum, etc. Et il joue à boire avec Mathis, son ami qui se laisse un peu influencer, qui n'est pas trop sûr qu'il a envie de boire autant, mais bon. Il suit son pote, Théo, voilà, dans l'histoire. Deuxième loyauté, finalement. Et donc Hélène, l'enseignante de SVT, qui avait été violentée par son père dans son enfance, voit bien que Théo est malheureux, que quelque chose ne tourne pas rond, et elle essaye de le protéger comme elle peut, mais sans preuve ou quoi, ben, elle peut rien faire, et donc elle est complètement démunie. Surtout si vous avez déjà été scolarisé en France, vous savez comment le système fonctionne, n'est-ce pas? C'est pas mal d'avoir ces quatre points de vue qui alternent comme ça donne beaucoup de rythme à l'histoire. Notons quand même que Théo et Mathis, quand c'est leur point de vue à eux, c'est raconté à la troisième personne.
Alors que quand c'est les points de vue des adultes, donc Hélène et Cécile, là c'est raconté directement à la première personne. Donc ça c'est assez intéressant. Donc je vous lis un petit passage, page 57. Cécile, voilà, donc pour voir un peu le style. Hier, Mathis est rentré ivre du collège. J'ai vu cette lueur brillante dans ses yeux et la légère désynchronisation de ses gestes. Je lui ai demandé de s'approcher et de souffler devant moi pour respirer son haleine. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute. Il n'avait pas bu du cidre, ni de la bière, non. Il avait bu un alcool fort. Je suis une fille d'alcoolique, voilà ce que j'ai dit pour commencer la séance en préambule le lendemain chez le docteur Felsenberg, avant même de m'asseoir. Que les choses soient bien claires. Mon père buvait dès qu'il rentrait du travail, tous les jours, et tard dans la nuit. Il répétait jusqu'à l'étourdissement les mêmes phrases, devant une bouteille de vin de table, rouge de préférence. Il râlait contre la terre entière. Les chauffeurs, les animateurs, les chanteurs, les voisins, les politiciens, les pharmaciens, les chefs de rayon, les employés, les préposés, les délégués, et j'en oublie. Il ne s'est jamais montré agressif envers nous, ni envers ma mère. Je l'ai vu comme ça toute mon enfance et mon adolescence, assis face à un écran qu'il regardait à peine, répétant à l'infini ce monologue perpétuel que nous n'écoutions plus. Bon, voilà, blablabla. Et puis finalement, ils partent en voiture, et puis ensuite, elle s'est mise à crier arrête-toi maintenant, je veux descendre dans cette voiture. Sidéré, mon frère a ralenti, je veux descendre, arrête-toi, je veux descendre, j'ai crié comme une folle. Et puis finalement, son père l'a déposé sur le. Voilà. Mon frère s'est propulsé à l'autre bout pour lui laisser la place du conducteur. Mon père m'a fait signe de remonter dans la voiture et j'ai fait non de la tête, tout mon corps tremblait. Il a hésité une seconde puis il a redémarré. Voilà. Donc il l'a laissé sur le bas-côté de la route. Et puis voilà. Donc ensuite elle explique qu'elle vient d'une famille de beaufs. Voilà. La maison à mon cousin, la valise à ma sœur. On dit Tata Nadine et Tonton Jacques. Regarde qu'est-ce que je fais. On va sur Paris ou sur Chalon. On mange chaque soir à heure fixe devant le journal télévisé. Voilà. Donc une famille de beaufs, hein, vraiment des putains de paysans, quoi. Berk. Donc voilà, donc c'est la scène où elle dit que ce jour-là en voiture, elle avait hurlé pour descendre, et ce sera son thème à elle dans le récit. Elle veut descendre, mais métaphoriquement cette fois-ci, de sa relation avec son mari qui s'appelle William. C'est le second sujet du livre, donc je trouve ça dommage parce que là, même si on est dans le thème des loyautés, je trouve que finalement ça aurait pu être mieux imbriqué, je sais pas, ça m'a un peu gêné. C'est-à-dire qu'il y a la loyauté, elle voudrait être loyale envers son mari, finalement. C'est expliqué, il y a une scène, en fait, où ils vont manger chez des amis, voilà. Mais finalement, elle demande elle s'enfuit du domicile, elle veut descendre, voilà, elle veut partir. Donc c'est quand même un gros thème dans le livre, c'est pas un truc secondaire, ça fait partie un peu de l'intrigue principale. Donc en fait, elle se tourne vers son mari pour trouver du soutien et aider Mathis à ne plus boire d'alcool. Et elle découvre que son mari d'amour, est un troll condescendant sur Internet. C'est-à-dire qu'elle rentre dans le bureau de William, et que dans la poubelle, elle trouve le brouillon d'un texte, et en cherchant sur le net, elle trouve que son mari tient un blog. Donc je vous lis le passage, page 95-96. Voilà. J'ai ensuite entré ce pseudonyme dans la barre de recherche et j'ai trouvé des dizaines de messages postés par Wilmore, donc son pseudo, hein, sur des sites d'information ou des forums de discussion. Commentaires amers, haineux, orduriers, provocateurs qui lui ont permis, semble-t-il, d'acquérir une petite notoriété sur les réseaux sociaux. J'ai passé plusieurs heures devant l'écran, sidérée, tremblante, à cliquer de page en page, malgré la nausée qui m'assaillait. Quand j'ai refermé mon ordinateur portable, j'avais mal à la nuque, à vrai dire j'avais mal partout. Oui, il m'était impossible d'envisager que pédale, pétasse, crouille, fion, fiante, macaque et j'en passe puisse être écrit par mon mari, autrement dit l'homme avec lequel je vis depuis plus de 20 ans. Au milieu de propos dont il serait difficile de nier les connotations racistes, antisémites, homophobes et misogynes. Cette prose trouble, maligne, mais habile était néanmoins la sienne. Il m'a fallu du temps pour admettre que c'était bien William qui tenait ce blog depuis près de 3 ans, et qu'il commentait dans ces termes l'actualité politique, médiatique, ainsi que les multiples feux de paille qu'Internet embrase chaque jour. Voilà. Je trouve ça dommage parce que on est allé direct à l'extrême forcément, et que le mec est nazi, raciste, xénophobe, antisémite, homophobe, pédéraste, anti-vegan, complotiste, extrémiste, sectaire, islamiste, prosélyte, terroriste, négationniste des chambres à gaz et du réchauffement climatique, grossophobe. Bon, je sais pas, ça me... Bon, d'un côté, je pense que c'est quand même crédible, finalement, quelque part. Parce que bon, il y avait la Ligue du LOL, là, par exemple, c'est ce genre de scandale récemment. C'est pas non plus, enfin, c'est pas irréaliste, mais voilà, c'est pas un phénomène anodin sorti de nulle part, je veux dire, mais je trouve que c'est un peu caricatural, là, surtout que le mec se fait choper comment, excusez-moi,
En fait, il imprime un brouillon de son billet de blog, déjà, enfin littéralement qui fait ça, et ensuite il le jette nonchalamment dans la corbeille à papier du bureau. Et en plus, il s'appelle William et son pseudo c'est genre Wilmore75 parce qu'ils habitent à Paris et donc du coup 75 donc William hop Wilmore75. Enfin bon, s'il te plaît quoi. Enfin, je sais pas mais je sais pas, prends un VPN. Bon. Et puis prends un vrai pseudo quoi. Donc je sais bien qu'il faut parfois faire des raccourcis dans un bouquin, voilà, mais le coup de je trouve un document ultra compromettant laissé dans la corbeille, c'est un peu relou, quoi. Enfin, s'il te plaît, quoi. Bon, dans l'absolu, je chipote, c'est un détail, hein. Ce qui est important, c'est qu'elle se sent trahie et isolée dans cette épreuve qui implique son fils, et qu'elle ne veut pas compter sur son mari, car elle ne lui fait plus confiance, à juste titre, et ça marque une rupture totale dans leur couple. Et avant de donner mon avis sur le fond, je me permets d'insister sur un autre détail que je trouve assez, finalement, ironique. C'est-à-dire qu'à un moment, Mathis, alors je parle beaucoup de lui et de sa mère, hein, je me rends compte, et je laisse de côté Théo et Hélène, mais bon, Mathis ment à sa mère pour aller boire avec Théo. Tu sais, samedi, on va à la Philharmonie avec Monsieur Chal. Elle est étonnée, il s'y attendait. Ah bon, mais depuis quand? Vous n'y êtes pas déjà allé? Non, c'était à l'Opéra Garnier, tu te rappelles pas? C'était marqué sur le papier que tu as signé l'autre jour, tu as même donné l'argent. Et il est où ce papier? Bah je l'ai rendu à Monsieur Chal parce qu'il doit conserver l'autorisation des parents. Elle s'arrête un instant. Mathis sent des dizaines d'insectes qui grouillent dans son ventre, il prie pour qu'elle ne les entende pas. Sa mère a l'air perplexe, mais il envisageait toutes les questions. Un samedi soir? Bah oui, parce que le collège a réussi à obtenir des places grâce à un groupe de retraités qui s'est désisté. Monsieur Chal a dit que c'était une grande opportunité, même si les places sont assez loin de la scène. Avec toute la classe? Non seulement ceux de l'option musique. Et vous allez écouter quoi? Blablabla. Enfin, il ment à sa mère, vous voyez. Sa mère est le genre de mère capable de croire qu'ils font des sorties à la Philharmonie le samedi soir. Voilà. Sa mère est le genre de mère qui croit que... Voilà. C'est récurrent de retrouver ce genre de remarques sur Cécile dans le livre, ça arrive à 2 ou 3 occasions. Mais finalement, l'auteur écrit page 54-55. Donc voilà, elle ramasse les copies, Hélène, je suis retourné à ma place, dans le silence j'ai réussi à me calmer, j'ai fait mine de corriger des copies. Quand la sonnerie retentit, j'ai demandé à Rose de ramasser des contrôles, bon voilà, J'ai regardé les élèves sortir, Théo marchait d'un pas un peu plus assuré, mais quelque chose n'allait pas, j'en étais sûr, quelque chose que je ne comprenais pas. Donc en fait, il avait rien écrit, voilà. De manière simple et précise, il avait tracé le contour d'un corps humain, de la tête jusqu'à la taille. À l'intérieur de cette silhouette, au crayon papier, il avait reproduit la bouche, l'œsophage, l'estomac et l'intestin, enroulés sur lui-même comme un serpent. Au creux de l'estomac, il avait dessiné quelque chose. J'ai cru d'abord que c'était un légume ou une fleur. Le dessin était confus, il m'a fallu approcher la feuille de mon visage et puis la reculer un peu pour comprendre qu'il s'agissait d'une tête de mort. Pouah. Ouh là là, un ado de 13 ans qui dessine des têtes de mort, donc voilà, l'auteur est le genre d'auteur qui pense qu'un ado qui dessine des têtes de mort, c'est le genre le pire truc possible, quoi, frappadingue complet. Attendez qu'elle découvre que les ados dessinent des bites sur les murs dans les toilettes, ça va être quelque chose. Enfin bon, là c'est pour être un peu méchant, pour titiller, comme ça, voilà, c'est-à-dire que c'est l'effet d'annonce, vous voyez, en fin de chapitre, une tête de mort, chapitre suivant. Contente de son effet. Bon. Tout ça pour dire que ce sont des détails qui sonnent un peu faux pour moi, je trouve. Je trouve ça dommage parce que les thèmes développés sont autrement assez pertinents, assez bien menés, assez prenants, comme je disais. Et comme l'Express le disait, donc c'est pas n'importe quel avis, attention. On peut facilement imaginer ces scènes, en fait. Dans l'ensemble, c'est plutôt réaliste, c'est crédible, ça fait vrai. Un peu romancé, mais vrai. La dépression du père de Théo, le rapport que Théo a avec son père, sa mère qui le critique sans arrêt, le jeune adolescent qui se retrouve entre les deux, qui prend ça sur lui, enfin comme il peut, qui essaye de gérer, voilà, enfin comme il peut, ouais, ce sont des thèmes qui sont assez bien abordés. Et du coup, c'est pas mal. Mais il me reste à dire un mot sur la fin que j'ai trouvé assez faible, c'est que la fin est très ouverte. Cécile part du domicile familial avec Mathis, laissant son mari dans la haine. Voilà. Et surtout, Théo fait un coma éthylique dans un parc. Mais Mathis était là, donc il parvient à appeler Hélène, la prof de SVT, là, pour la prévenir. Celle-ci réplique, et ça se termine comme ça. Elle trouve l'enfant, le prend dans ses bras, et lui dit « maintenant ça va aller, parce qu'elle est là ». Voilà. Alors je suis un peu déçu de cette fin, mais en même temps, étant donné la structure du livre, je pense qu'il aurait été très difficile de conclure autrement. Donc je comprends le choix de Delphine de Vigan ici. Enfin,
ça aurait été compliqué de faire une autre fin. Enfin, je vois pas ce qu'il aurait été possible de faire pour obtenir un résultat satisfaisant. Donc pour conclure, je reconnais être mauvaise langue, hein, les points négatifs que j'ai soulignés, c'était histoire de me plaindre un peu, parce que j'aime bien ça, mais c'est quand même pas mal du tout. Un peu cliché certes quelquefois, mais j'avais peur que ce soit vraiment gnangnan, en fait. J'avais vraiment peur de lire un truc qui soit vraiment dans la caricature dégoulinant de bons sentiments du début à la fin, alors qu'en fait non. C'est plutôt intelligent, c'est bien mené, et comme c'est un livre court, bah en fait voilà, on le lit rapidement, et puis on peut très facilement s'en faire un avis. Ça nécessite pas un gros effort d'investissement, quoi. Euh, vous le lisez peut-être en quelques heures, et puis c'est bon, quoi. Donc je pense que la fin n'a que peu d'importance, c'est plutôt les événements qui se déroulent dans le livre qui sont intéressants. Mais en tout cas, c'est une lecture qui, bon, bah, sans être exceptionnelle, permet d'aborder certains sujets de société, voilà, donc comme je disais, la détresse adolescente, le divorce, la femme désemparée qui découvre une facette, une personnalité de son mari. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, j'essaye de suivre mon propre rythme, mais je lis plus que je ne fais de vidéos, donc ça prend du temps, et c'est pas toujours évident, donc voilà. À très bientôt quand même. Bonne semaine, ciao.